Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, après ce petit détour là par les transformations physiques et nucléaires, hein, on va devoir retourner sur le chapitre qui est en cours parce que pour le coup, il ne nous reste plus que deux chapitres à la fin de l'année, hein, celui qu'on avait commencé avant le confinement et un dernier sur les transformations chimiques qui va être un peu particulier. Je vous expliquerai ça après les vacances d'avril. Donc du coup, on reprend là où on s'était arrêté, hein. J'ai encore une ou deux séances en stock de théorie, mais là après, il y a un moment, il va falloir qu'on se retrouve quand même, hein. Donc c'est parti. Pour rappel, hein, la dernière fois que nous nous étions vus, chaque groupe avait vu une technique différente pour caractériser des substances inconnues. Donc à ce jour, je vais toujours prévoir une espèce de séance d'évaluation expérimentale où en fait je vous donnerai une poudre, un liquide, quelque chose d'inconnu, et vous allez devoir l'identifier à partir d'un certain nombre de techniques que je vous liste ici. Alors les techniques de caractérisation d'une substance, il y en a énormément. Vous en voyez que quelques-unes aujourd'hui, hein. Mais en fait, vous allez voir, pour les scientifiques, hein, vous allez en voir plein de plus en plus évoluées, hein, de plus en plus modernes et de plus en plus intéressantes aussi, hein. Vous allez vraiment faire des choses superbes. Mais là, voilà, pour l'instant, c'est encore le début, hein, donc je vous présente ces techniques-là. Donc, tout d'abord, il y avait un groupe. Alors ça, juste pour vous rappeler, hein, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est ce que vous étiez censé en fait faire à l'origine avant le confinement, hein, c'est-à-dire que chaque groupe devait me faire une vidéo, quelque chose qui explique sa technique. Malheureusement, c'est pas possible, donc c'est moi qui le fais. Alors, tout d'abord, comment on a réussi à identifier un peu la nature de l'air, qu'effectivement c'était composé de quelque chose, hein. Eh bien, tout simplement, déjà, on a été capable de la peser, cette masse d'air, hein. Alors, comment peser un litre d'air? Ben, pour le coup, c'est très simple, on appelle ça la technique du déplacement d'eau, hein. Vous prenez un ballon que vous pesez, ensuite vous faites en sorte de vider un litre d'air et vous le repesez, et donc dans ce cas-là, vous en déduirez, hein, juste en faisant la soustraction, la masse d'un litre d'air. Maintenant, toute la question est comment on récupère un litre d'air d'un ballon. Eh bien, c'est simple, hein. Pour être sûr qu'on a récupéré un litre d'air, il suffit simplement, vous voyez, d'injecter l'air dans une bouteille qui était remplie à ras bord d'eau et mise à l'envers, hein. Et donc, au fur et à mesure que l'air va rentrer dans la bouteille, ça va chasser l'eau et on va voir ce volume d'air progressivement évoluer. Et donc, une fois que la bouteille est vide d'eau, on se doute qu'on a un litre d'air. Et en fait, hein, en faisant ça, on se rend compte qu'un litre d'air pèse 1,3 g. Ça, c'était donc un des premiers groupes qui devait déterminer comment on faisait pour déterminer la masse d'un litre d'air. Ensuite, on avait les changements d'état. Alors, quelques petits rappels pour les changements d'état, même si normalement ça a été fait avec la transformation physique que vous avez fait la semaine d'avant, hein. Lorsqu'on prend un objet dont la température est plutôt basse et qu'on le réchauffe, eh bien vous avez sa température qui augmente, c'est normal, on est en train d'échauffer. Mais au moment où il va changer d'état, donc là on appelle ça la fusion, donc le moment où il va passer de l'état solide à liquide, hein, pendant tout le changement d'état, sa température va stagner. Puis une fois qu'il aura totalement fondu, il va recommencer à chauffer. Et quand il aura atteint sa température d'ébullition, la température va à nouveau stagner pendant tout le moment où il va s'évaporer. Et une fois qu'il sera totalement évaporé, eh bien le gaz va à nouveau s'échauffer. Donc ça, pour un corps pur, c'est important, hein, pendant le changement d'état d'un corps pur, sa température reste stable. L'eau, vous prenez un glaçon qui est à -5, -6 degrés, hein, vous l'échauffez. Quand il va atteindre 0, il va commencer à fondre, mais il va rester à 0. Même s'il fait 50 degrés dehors, il va rester à 0 tant qu'il n'aura pas complètement fondu. Et ensuite seulement, quand je dis 0 degré, il n'y a pas que le glaçon, hein, c'est vraiment le mélange, la partie solide et le liquide, hein, donc toute la partie glaçon qui est fondue. Tant que le reste du glaçon n'aura pas fondu, il va rester à 0 degré aussi, hein. Et ensuite, une fois que tout est fondu, le liquide va recommencer à chauffer, atteindre 100 degrés, et à 100 degrés, l'eau va s'évaporer, et c'est seulement une fois que l'eau sera totalement évaporée que le gaz va s'échauffer. Donc, déjà, ces plateaux-là que l'on peut observer pendant un changement d'état, c'est caractéristique d'un corps pur. Donc, si on vous donne une substance inconnue, que vous la faites chauffer et que vous vous rendez compte que pendant un changement d'état, sa température est stable, c'est un corps pur. Et ensuite, la température à laquelle se produisent ces changements d'état, eh bien, en fait, ces températures sont caractéristiques de la substance. L'eau est le seul corps pur qui gèle à 0 degré et qui s'évapore à 100 degrés. Pour un corps pur, la température reste stable pendant le changement d'état, hein. Donc là, ici, le moment où il passe de liquide à solide. Par contre, pour un mélange, vous avez une petite variation de température pendant le changement d'état. Cette température ne reste pas stable. D'accord? Très bien. Donc, chaque corps pur, hein, possède des températures de changement qui lui sont propres. Et donc, on vous donne une substance inconnue, hein. Si vous arrivez à identifier précisément sa température de changement d'état, vous pouvez donc
à coup sûr identifier la substance. Attention, parce qu'au collège, je vois bien avec les élèves que j'ai en ce moment que ça n'est pas clair, donc je me doute bien que comme vous, on vous a pas repassé de couche, ça ne l'est pas clair non plus, hein. La température d'ébullition est la même que la température de liquéfaction. Pour rappel, l'ébullition, c'est le passage de liquide à gazeux, et la liquéfaction, c'est le passage de gazeux à liquide. L'eau liquide s'évapore à 100 degrés. Mais l'eau à l'état gazeux redevient liquide à 100 degrés aussi, c'est la même température. Pareil, hein, la température de solidification est la même que la température de fusion. L'eau liquide gèle à 0 degré, l'eau solide fond à 0 degré. Voilà, donc vous avez une équivalence là, entre ces changements d'état. Alors là, ici, ce que je vous montre, hein, c'est une technique qu'on a pour estimer la température d'un changement d'état d'un solide. Pour ce qui est d'un liquide, bon, ben, certains l'ont fait en classe, hein, c'est-à-dire que vous prenez un liquide, vous le faites chauffer, vous regardez à quelle température, vous mesurez les températures, il y a un moment, vous allez voir, on va atteindre un maximum. Vous avez effectivement la température de changement d'état. Faites ça pour l'eau et vous verrez que l'eau, elle s'arrête à 100 degrés, mais c'est net, hein, pile poil. Elle monte, elle monte, elle monte, d'un coup à 100, tac, elle arrête de monter. Eh bien, il y a une technique pour les poudres, hein, on appelle ça le banc-fleur. C'est un banc, comme vous pouvez le voir sur la vidéo en dessous là. C'est un banc sur lequel en fait la température augmente au fur et à mesure que vous avancez sur la plaque. Donc en fait, le but c'est que vous mettez la poudre au début et vous faites avancer cette poudre doucement sur la plaque d'une extrémité à l'autre, hein. Donc plus vous avancez, plus la température est élevée. Vous allez voir, il y a un moment précis, la poudre va devenir liquide. C'est-à-dire que là, vous allez trouver la température de fusion de la substance. Donc vous avez toute une histoire, tout un réglet, hein, qui, hop, vous amenez ça à l'endroit où la poudre est devenue liquide et tac, vous avez directement la température en dessous de fusion. Et donc forcément, ensuite, vous avez des tableaux, hein, avec des tonnes de substances dessus. Vous trouvez la substance qui fond à cette température et vous avez identifié votre substance. Malheureusement, pas de banque-fleur à la souterraine, hein. Moi, j'en avais à mon lycée à l'époque, mais là, pas de banque-fleur ici. Alors donc, premier exercice, hein, vous allez voir dans cette vidéo, je vais vous donner quelques exercices. Cette vidéo était un peu plus longue que d'habitude, hein, mais vous avez une semaine complète pour la potasser. Donc premier exercice, hein, vous mettez sur pause et vous me le faites via, je vais vous mettre dans le descriptif sur Pronote, Discord, tout ça, je vais vous mettre un lien vers un Google Form, un formulaire Google, où vous allez pouvoir répondre aux questions de ces exercices pour que je puisse les corriger. Donc, pause, et à la rigueur, hein, vous allez faire soit vous regardez toute la vidéo, vous faites les exercices à la fin, soit vous arrêtez là, vous faites l'exercice et vous reprenez après. Go! Ensuite, caractérisé par test chimique. On a eu pas mal de problèmes avec le groupe qui devait faire ça parce que on m'a pas donné les bons produits. En fait, il y a eu un petit souci. Mais ça, vous vous rappelez, on l'a fait en début d'année. Il se trouve que vous avez certains ions, certaines substances qui sont facilement identifiables par des tests. Là, ici, sur cette page, hein, je vous montre, alors pour rappel, hein, puisqu'on l'a fait en début d'année, vous avez un certain nombre d'ions, cuivre, fer, zinc, qui sont identifiables grâce à de la soude. Vous allez avoir un précipité d'une couleur très caractéristique qui va apparaître, hein, bleu pour les ions cuivre, vert franchement moche pour les ions fer 2, rouge pour les fer 3, et blanc pour le zinc. Et pareil, les ions chlorure, c'est grâce au nitrate d'argent, hein, ça va faire un précipité blanc qui noircit à la lumière. Mais ça ne sont pas les seuls, c'est-à-dire que vous avez aussi, hein, parmi toutes les substances qui permettent d'identifier d'autres produits, hein, vous avez le glucose, vous savez, c'est de la famille du sucre, hein, qui peut être en fait identifié grâce à la liqueur de Feeling, hein, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que quand vous mettez de la liqueur de Feeling, s'il y a du glucose, eh bien, lorsque vous allez chauffer, ça prend une teinte rouge brique très caractéristique, signe qu'il y a bel et bien du glucose. Vous avez aussi l'amidon. Alors, si jamais l'amidon, pour l'identifier, hein, vous utilisez ce qu'on appelle du diode. Donc, c'est un liquide, hein, ici, que vous voyez, hein. Euh, si jamais ce diode-là brunit, eh bien, c'est signe qu'il y avait bien de l'amidon dans la substance que vous cherchiez. Ce ne sont pas les seuls, hein. Vous avez l'eau, rappelez-vous du sulfate de cuivre anhydre, hein, qui est une poudre blanche qui devient bleue au contact de l'eau. Et ensuite, vous avez un certain nombre de gaz, hein, le dioxyde de carbone qui s'identifie grâce à l'eau de chaux qui est une substance transparente qui se trouble s'il y a du dioxyde de carbone, et le dioxygène et le dihydrogène qui se comportent différemment à l'approche d'une flamme. C'est-à-dire que si le dihydrogène vous apporte une flamme, ça explose, ce qui est du coup absolument pas faisable, hein, dans une usine, pour détecter une fuite par exemple. Et le dioxygène, pareil, si vous approchez un objet qui a brûlé, hein, qui est incandescent, eh bien, en fait il va se rallumer. Voilà grosso modo rapidement pour comment on identifie ces différentes substances.
Et enfin, pas forcément la plus simple, la masse volumique est effectivement une grandeur qui nous permet d'identifier à coup sûr des corps purs. Alors la masse volumique, qu'est-ce que c'est, hein? C'est la masse par unité de volume d'une entité, que ce soit un gaz, un solide, un liquide, hein. C'est-à-dire, c'est vous prenez en gros 1 litre de cette substance, vous la pesez, et si ça vous donne 1,5 kg, eh bien la masse volumique de cette substance, c'est 1,5 kg par litre. Donc pour la calculer, hein, on prend un certain volume d'une substance, on la pèse, et on a juste à faire ce calcul, hein, ρ, donc qui est la lettre qu'on a choisie pour la masse volumique, c'est la masse que vous avez mesurée divisée par le volume de la substance que vous avez prélevée. Et donc vous allez obtenir une unité. Hein. Si votre masse elle est en grammes et que le volume est en litres, ça vous fera des grammes par litre. Si c'était des grammes et des mètres cubes, ça fera des grammes par mètre cube. Bref, attention aux unités, hein, toujours. Alors maintenant, toute la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait pour mesurer ces masses et ces volumes. Alors, il se trouve que pour un solide ou pour le gaz est hors programme, donc je vous fais pas suivre avec ça. Hein. Pour un solide ou pour un liquide, les problèmes sont différents. On prend un solide. La mesure de la masse, c'est évident. Vous posez le solide sur la balance, vous avez la masse. Par contre, comment mesurer le volume d'un solide? C'est-à-dire, si j'avais besoin de mesurer le volume de mon téléphone, là, comment je fais? Alors, s'il ne craint pas l'eau, évidemment, ce qui n'est pas le cas du téléphone, hein, il suffit juste de prendre un volume précis d'eau et vous plongez votre solide dedans. Et en fait, vous allez voir le niveau de l'eau qui va augmenter. Et bien, cette augmentation-là du niveau de l'eau correspond au volume du solide. Et donc, vous avez mesuré le volume de votre solide. Vous avez la masse, vous la divisez par le volume, vous avez la masse volumique du solide. Côté liquide, alors, le volume, comme je le mets, c'est évident. Hein, vous prenez n'importe quel récipient qui mesure précisément un volume, vous versez votre volume et c'est fini. Donc, dans le cas des liquides, on conseille une fiole jaugée, hein, qui est forcément très précise. Hein. Vous prenez une fiole jaugée de 20 ml, par exemple, vous mettez précisément 20 ml de liquide dedans, vous savez que votre volume, c'est 20 ml. Pour la masse, eh bien, c'est simple, hein, vous pesez la masse de la fiole tant qu'elle est vide, vous appuyez sur le bouton TAR pour ramener la balance à zéro, et donc ensuite vous versez le liquide et vous avez directement sa masse. À nouveau, masse divisée par volume, et vous avez la masse volumique du produit. Ça, c'est très précis comme, enfin, c'est très efficace comme technique, même si malheureusement, on a des corps purs qui ont des masses volumiques tellement proches que des fois, ça ne suffit pas pour distinguer. C'était le cas, hein, de la substance que j'avais donnée à ceux qui ont dans ce groupe. C'est-à-dire que là, la masse volumique était très proche de deux substances, donc il faut un moment. Ça en élimine beaucoup, c'est-à-dire que sur les milliers de corps qui existent, maintenant vous hésitez entre deux. Donc ensuite, derrière, il faudra utiliser une autre technique pour séparer les deux. Hein. Mais en attendant, c'est quand même assez précis. Alors, chose importante concernant cette masse volumique, elle va être importante bientôt, très bientôt. C'est que la masse volumique, ouais, elle s'exprime en grammes par litre. Hein. Et en fait, quand cette masse volumique, quand on la divise par la masse volumique de l'eau, hein, on obtient ce qu'on appelle la densité. Alors, il se trouve que la masse volumique de l'eau, hein, c'est 1 kg par litre. Donc, si la masse volumique de votre produit elle est en kg par litre, on imagine que vous avez obtenu une substance dont la masse volumique est de 2,3 kg par litre. Bon, ben, divisé par la masse volumique de l'eau, c'est 1. Donc, la densité de la première substance est bien 2,3. Eh bien, cette densité, en fait, permet de savoir si les substances ne se mélangent pas, laquelle se retrouve où lorsque vous les mélangez. C'est-à-dire que quand vous mélangez 3-4 substances, que ces substances ne se mélangent pas, celle qui est la plus en dessous, c'est celle qui a la densité la plus importante, et ensuite, au fur et à mesure que vous montez, ces densités diminuent. Ça, c'est important parce que bientôt, on va élaborer des substances. Des substances qu'ensuite, pour les récupérer, on va les extraire à l'aide d'un produit qui n'a pas la même masse volumique que le premier. C'est assez complexe, hein, la technique, mais vous verrez, vous allez vous retrouver avec deux substances et il va falloir que vous identifiez dans laquelle des deux substances se trouve le produit que vous venez d'élaborer. Donc ensuite, vous allez vous débarrasser de l'autre partie qui ne vous intéresse pas et vous allez vous concentrer sur la phase, donc puisqu'il faut sortir le mot, hein, la phase dans laquelle se trouve votre substance. On rentre là véritablement dans ce qu'on appelle la chimie organique, hein, la chimie de synthèse, où vous allez devoir synthétiser, par exemple l'aspirine, hein, bientôt, et donc forcément savoir où elle se trouve dans tous les liquides que vous allez récupérer. Donc, masse volumique à garder dans un coin de la tête, même si les calculs ne sont pas forcément... Bon, maintenant, ils commencent à devenir faciles, hein, à votre niveau, hein, mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec les calculs, retenez quand même cette histoire de densité, parce que bientôt, vous allez en avoir impérativement besoin. Eh bien, rebelote, hein, exercice, donc là, cette fois-ci, je vous donne un certain nombre de substances. Et donc, je vous demande, ben, voilà, répondez aux questions, ça n'a rien de difficile. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ben, la vidéo était longue, certes, c'était un peu le principe. Hein. Vous la potassez, vous faites ces questions, et pour le coup, c'est terminé, puisque nous sommes en vacances, normalement, si j'ai bien calculé, puisque je fais cette vidéo un peu en avance.
Nous sommes en vacances, donc c'est la dernière vidéo. Normalement, on se retrouve en classe après. On a beaucoup de manips qui nous attendent. Il y a un gros morceau chimie là qui ne peut plus attendre maintenant. Donc préparez-vous, pour le coup, on démarre sec dès le retour des vacances. Bonne journée, bonnes vacances et à bientôt.